hier, nous étions tous les 4 au verdict du procès, du dit procès des viols de Mazan, avec donc Stéphanie qui est à ma droite, et donc j'ai aussi avec moi Marlène et Juliette que vous voyez maintenant. Salut Marlène, salut Juliette. Je voudrais déjà savoir comment est-ce que toutes les trois vous avez accueilli aussi hier ce verdict, parce que donc on le disait, vous avez eu toutes les trois pendant ces mois de procès des rôles un peu différents sur vos thématiques de prédilection. Hier c'était le cas aussi. Pour expliquer un peu à ceux qui nous suivent, vous aviez chacune un rôle assez défini, avec chacune un endroit en particulier lors de ce verdict, parce que ça se jouait autant à l'extérieur devant le palais de justice qu'à l'intérieur lors de l'audience. Est-ce que vous pouvez du coup, pour commencer, nous expliquer toutes les trois où vous étiez hier précisément et comment, à l'endroit où vous étiez, a été accueilli aussi le verdict? Peut-être Juliette, pour commencer, comme ça tu peux aussi nous expliquer un petit peu ce qu'il en était de ce verdict. Emmanuel me donne la parole en premier, non pas parce qu'il me préfère, mais parce que j'étais dans la salle de retransmission. Alors le verdict, pour commencer, le palais de justice d'Avignon était sous-dimensionné par rapport à l'ampleur de ce procès, parce que personne n'était préparé à ce qu'il se déroule à huis clos. C'est une décision qu'a pris Gisèle Pelicot avant l'ouverture du procès. En tant que partie civile, elle était en mesure de refuser que les débats soient publics ou au contraire de demander à ce qu'ils le soient. Donc elle a pris la décision de permettre au public et à la presse d'assister au débat, ce qui était inédit, mais qui a en même temps provoqué effectivement un intérêt majeur et attiré des journalistes du monde entier dans un palais de justice qui était sous-dimensionné. Conséquence directe, seulement 4 journalistes et 3 dessinateurs de presse ont pu hier être dans la salle principale où les accusés ont su s'ils étaient condamnés ou pas, où la Cour a prononcé son verdict. Et les plus de 300 journalistes qui étaient présents sur les 500 accrédités étaient répartis dans des salles de retransmission du palais de justice. Donc moi j'étais là, je faisais partie, et seulement un journaliste par média était autorisé à être dans une salle de retransmission. J'étais dans une de ces salles où j'ai pu entendre le président de la Cour, Roger Arata, énoncer dans un premier temps si la Cour avait déclaré coupables ou non les accusés. Les 51 accusés ont été déclarés coupables et c'est ça ce qui était extrêmement marquant, bien que attendu devant l'évidence des preuves matérielles. Et ensuite, il a énoncé... pareil, en prenant chaque accusé l'un après l'autre, les peines qui s'étalent entre 3 ans et 15 ans 3 ans, dont 2 avec sursis, et 15 ans de réclusion criminelle pour les 50 co-accusés de Dominique Pelicot. Et Dominique Pelicot, lui, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 2 tiers. Or, lui, toutes les peines étaient largement inférieures aux réquisitions du ministère public et c'est ça dont on va beaucoup parler ensemble, je pense. Sur ces réquisitions, quand j'y étais et quand le ministère public n'a pas du coup prononcé sa volonté d'une peine de sûreté des 2 tiers pour Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, son avocate, avait réagi ensuite en s'étonnant et en se disant que c'était peut-être une fenêtre, une forme d'espoir que laissaient quand même les avocats généraux à son client qui en avait peu et pour qui en fait le verdict était quasiment écrit avant même la première journée d'audience. Alors hier, il y avait du monde dès très tôt le matin. Alors déjà, nous, quand on arrivait à 7h30, il y avait une foule importante, déjà surtout de journalistes dans un premier temps, avec déjà quelques militantes d'Avignon, d'ailleurs en France, et qui venaient aussi d'autres pays. Donc la foule a grandi au fur et à mesure de la matinée. C'était quand même un moment de grande tension. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu, alors quand tout le monde est rentré du coup dans le palais de justice et que les journalistes, on va dire, fait un petit peu de place aux militantes sur le trottoir, il y avait une forme d'attente plutôt teintée d'espoir que j'avais relevé chez les féministes, avec aussi des moments de tension lors de l'arrivée, en particulier du coup des accusés qui sont passés par l'entrée habituelle. Donc l'entrée du public, du tribunal, donc ils se faufilaient à travers la foule. Certains étaient plutôt tête baissée, d'autres au contraire étaient dans la provocation
réactions ont pu faire des doigts d'honneur à la foule. Il y a eu des moments aussi très forts quand Gisèle Pelicot et ses enfants sont apparus au loin dans la rue. Vraiment, ils étaient déjà à des dizaines de mètres que des personnes les guettaient, les scrutaient, commençaient à applaudir, à lancer des merci, bravo, obrigado, parce qu'il y avait des personnes qui venaient du Portugal, d'Allemagne et d'autres pays d'Europe. Donc c'était des moments assez forts. Et quand le verdict a commencé à tomber, tout le monde était plus ou moins un peu sur son téléphone à le suivre, avec des féministes qui relayaient certaines informations, un peu comme des crieuses à l'époque. Et là, c'était un peu une chape qui est tombée sur la foule, et une déception qui était relevée face à du coup des peines, comme le disait Juliette à l'instant, qui étaient bien en deçà des réquisitions. Stéphanie, toi, tu étais donc aussi au verdict du procès hier, mais il me semble que toi, tu scrutais un peu plus les réactions aussi des familles des co-accusés, c'est ça? Oui, voilà, on s'était un peu réparti la tâche comme ça. C'est vrai que ces familles-là, toutes les familles en fait des accusés se sont retrouvées elles aussi dans cette tourmente sans avoir rien demandé. C'est les énièmes dommages en fait causés par cette affaire, les touche aussi, puisque certaines compagnes, certains enfants sont venus témoigner à la barre et ont fait part notamment de leur sidération. C'est quand même extrêmement violent pour elles. Et hier, ça l'était d'autant plus parce que dans cette foule en fait de soutien dont parlait Marlène, elles finalement ces familles, elles étaient un petit peu on savait pas trop quoi en faire en fait C'est-à-dire que c'est pas les accusés évidemment, mais les accompagner, c'était assez dur de les voir arriver d'ailleurs avec leur sac, puisque les accusés ne savaient pas s'ils allaient partir en prison, donc certains avaient prévu les affaires, donc et les familles en fait étaient un peu dans la salle des pas perdus. Un petit peu hagards, ne savaient pas trop où aller. Une salle de retransmission avait été prévue pour les accueillir. Et pour vous dire, moi, ce que j'ai trouvé assez violent aussi, c'est que elles étaient dans cette salle à moitié avec des journalistes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour ces familles-là, on n'était pas forcément les alliés dans cette histoire. C'est vrai qu'on s'est assez peu penché sur leur cas, en fait, puisque légitimement, on se concentrait quand même sur les victimes de ce procès. C'était un procès qu'on couvrait. Et et sur les accusés, évidemment. Mais se dire en fait qu'elles allaient assister au verdict concernant leurs proches, entourés de journalistes qui étaient là aussi pour scruter leur moindre réaction, c'était vraiment pas facile. Et le tribunal, pour elles aussi, n'avait octroyé qu'une seule place par famille dans la salle de retransmission. Donc d'autres attendaient dans le hall, au milieu des caméras, des journalistes. Autant vous dire que l'ambiance était assez tendu dans le hall, et ce jusqu'à ce qu'en fait que tout le monde s'en aille, mais ça on en parlera peut-être après, mais ça a été assez tendu aussi au moment de leur sortie du tribunal à ces familles. Oui, c'est vrai qu'on a vu des moments avec des familles de co-accusés qui sortaient et qui se faisaient directement un peu braquer dessus des caméras, et c'est vrai que les réactions, il y a eu des petits moments de tension. Après, c'est vrai que c'est aussi une précision importante. Médiatiquement, c'était aussi une journée hyper importante. Il y avait énormément de médias étrangers, mais aussi français. Il y avait plus de 180 médias. Je pense que c'était ça le chiffre, plus de 180 médias. Alors, 350 a priori sur site, 350 journalistes hier au tribunal, et 500 accréditations en fait qui avaient été délivrées pour le procès. Donc c'est énorme. Mais c'est vrai que c'était aussi impressionnant hier, même en sortie de salle d'audience, toutes les caméras, tous les journalistes qui étaient là prêts à recueillir la petite réaction. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi un moment des petites tensions. Il y a une question de Mademoiselle Missy dans le chat qui demande: est-ce qu'on sait si le ministère public va faire appel pour certains accusés? Alors, ils peuvent faire appel, c'est une possibilité, ils ont 10 jours pour le faire, de la même manière que les avocats de la défense ont 10 jours pour faire appel pour leurs clients. 2 avocats de la défense ont déjà fait appel à notre connaissance. Le parquet, il faudra attendre, ça serait... c'est assez courant que les réquisitions soient inférieur ou supérieur à ce que la Cour décide. Denis Salas, qui est un magistrat et essayiste, nous l'a très bien expliqué hier, et vous pourrez lire ses explications dans le numéro du jour. Le ministère public, il représente la société, donc il est dans ses réquisitions, il traduit le fait que la société a massivement rejeté tous ces viols, massivement dénoncé tous ces viols commis par ces hommes. Et donc, les réquisitions ont été extrêmement sévères. La Cour, elle a un rôle différent. Les magistrats, ils ont un rôle différent. Quand ils sont face à des accusés,
Ils doivent à la fois écouter l'accusation et juger un homme en écoutant son parcours de vie, écouter les experts qui ont mené les expertises psychologiques et parfois psychiatriques aussi de ces hommes, et décider d'une peine qui correspond et aux faits qui lui sont reprochés et à l'homme qu'il est. Ça s'appelle l'individualisation des peines, et c'est ce qui est assez parlant dans ce verdict. Je laisse Marlène qui voulait compléter sur un accusé. Oui, alors sur les réquisitions, évidemment, on peut avoir des lectures assez différentes. Tous les observateurs n'ont pas trouvé qu'elles étaient disproportionnées. Si on met en regard, en fait, avec déjà la moyenne des peines pour viol, on est à 11,1 ans. Les réquisitions, on était sur 12,9 ans pour les seuls accusés qui étaient poursuivis pour viol aggravé, sachant qu'en fait, cette moyenne, elle ne distingue pas les viols sans circonstances aggravantes des viols avec circonstances aggravantes. Dans un cas, les accusés risquent 15 ans de réclusion criminelle contre 20 ans dans le second cas. Donc, c'était pas, à mon sens, disproportionné, mais ça se débat, ça se discute. Et au niveau des peines, donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau notamment des militantes féministes et parfois aussi certains avocats, juristes, il peut y avoir quand même une forme de déception. Là, on n'est plus sur 12,9 ans de moyenne, on est sur autour plus de 8 ans de mémoire de moyenne sur les peines pour les accusés qui sont poursuivis pour viol. On est loin, en fait, même de la moyenne des peines qui sont prononcées habituellement, du coup, quand il y a une condamnation pour viol. Par contre, là où ce procès il est extrêmement marquant, c'est que tous ont été reconnus coupables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. C'est un motif d'espoir quand on sait que, selon les données de l'Institut des politiques publiques, il y a 1 à 2% des violeurs qui sont condamnés aux assises, qu'il y a 94% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite et 86% dans le cas des plaintes pour violences sexuelles plus globalement, donc qui peuvent intégrer du coup les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel. Donc on a quand même un pas qui a été franchi là, qui est important. Il peut laisser espérer une évolution de la justice. Et il y a des choses qui sont un petit peu incompréhensibles. Pour l'instant, on n'a pas les motivation de la Cour, Juliette pourra en reparler, mais par exemple, on a le cas d'un accusé, le seul pour qui les faits ont été requalifiés. Il était poursuivi pour viol aggravé. Au moment des réquisitions, le ministère public avait, décidé de requalifier en tentative de viol aggravé, et la Cour a décidé, elle, de requalifier encore en agression sexuelle aggravée. Ce qui est très étonnant, puisque cet accusé en question, Saïfeddine Gabi, a reconnu à la barre, vraiment de façon claire, les faits de tentative de viol aggravé. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut interroger, et on verra du coup les motivations de la Cour. Est-ce que la Cour va rendre ses motivations de manière écrite pour expliquer cette individualisation des peines au cas par cas ? Alors oui, elle va le faire. On ne sait pas combien de temps ça prendra, quelques jours, quelques semaines, et bien sûr on prendra le temps de les analyser dans l'IB, parce que c'est nécessaire pour comprendre le sens des peines, de pouvoir lire et comprendre ce qui a motivé la Cour à prendre ces décisions. C'est vrai que ce qu'on peut regretter de la journée d'hier, en tout cas ce qui m'a un peu contrarié et a contrarié beaucoup de nos confrères et consoeurs, c'est que le président est assez libre de la manière dont il mène son verdict et du temps qu'il prend pour expliquer les condamnations, les peines, etc. Hier, il n'y a pas eu ni de propos liminaires succincts, ni de commentaires même général sur la manière dont la Cour a pris ses décisions. Ce qui est pour moi une source de regret et aussi un peu d'incompréhension, parce que dans un procès comme celui-ci, peut-être plus que dans beaucoup d'autres, qui étaient à ce point scrutés en France et dans le monde, on avait besoin de comprendre ce qui a guidé la Cour. On avait besoin d'avoir une petite information sur ses motivations, même si c'était impossible de motiver au cas par cas. Et ça, c'est vrai que on est beaucoup à avoir été interloqués, si ce n'est
par cette absence de propos liminaires et de commentaires sur les motivations, ce qui est d'autant plus que le verdict est très différent de ce qui était demandé par le parquet. Je vois parallèlement en fait à ce procès à Avignon, à Marseille se tenait un procès aussi très attendu, alors à l'échelle en tout cas de Marseille, même si c'est un procès qui devrait parler à la France entière, mais bon, c'est le procès en fait des effondrements de la rue d'Aubagne du 5 novembre 2018. Et justement, le procès, en fait, ce procès-là, en fait, s'est terminé mercredi, donc la veille de la fin du procès de Mazan. Et je vois justement ce qu'a fait le président, alors à la fois au début des audiences, il y a 1 mois et demi, et là, le dernier jour, en fait, il a compris, parce que justement, il y a une dimension médiatique, une attente très forte, en fait, des gens vis-à-vis de ces décisions-là, en fait, que ce soit le verdict de Mazan ou que ce soit la décision de la rue d'Aubagne, qui, elle, comme c'est en correctionnel, a été mise en délibéré au mois de juillet. Mais il a eu un mot justement là-dessus pour expliquer à la fois le temps de... Pourtant, il n'y a pas eu de décision sur la rue d'Aubagne puisque c'était en correctionnel. Et il a fait œuvre de pédagogie. Et je pense que c'était assez nécessaire, ne serait-ce que en disant, enfin, tout en disant en fait que les motivations arriveraient plus tard. Mais je comprends la frustration en fait, en tout cas de vous, des journalistes qui ont eu à traiter la partie judiciaire de ce procès. Et parce que nous, public aussi, et je pense que les gens comme nous attendaient justement une réponse un peu plus large en fait à l'adresse de tout le monde. Quel a été le moment pour vous le plus marquant, qui vous a le plus touché ou le plus ému pendant ce procès? Stéphanie, peut-être pour commencer. Alors le moment, je vais peut-être parler du premier jour en fait. Parce que c'était donc il se trouve que par le jeu des calendriers de chacune, donc c'était moi qui étais envoyée le premier jour pour l'ouverture du procès, et c'était assez impressionnant parce qu'il y avait déjà en fait ce très gros dispositif de la médiatique avec des gens partout, etc. Et puis c'était la première fois aussi qu'on allait voir Gisèle Pellicot, qui s'était très peu exprimée, voire qui s'était pas du tout exprimée en fait avant dans les médias, et de la voir arriver avec ses lunettes. Elle était assez impressionnée aussi par toute cette foule, et elle a raison parce que c'était très, enfin, tout le monde évidemment voulait la photographier. Elle était apeurée par tout ça, et même nous aussi, on avait peut-être peur aussi de sa réaction, de sa détresse. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, j'avais peur de ça, quoi, de me retrouver confrontée à une... Et en fait, très rapidement derrière, puisque donc elle a témoigné 2 ou 3 jours après ce premier jour-là, elle a été impressionnante, toi. C'est-à-dire qu'à la barre, au contraire, elle a regardé déjà chacun des hommes lors de l'appel de la cour du premier jour. Elle a regardé chacun d'eux dans les yeux. Et puis ensuite, lorsqu'elle a pris la parole à la barre, elle était extrêmement droite, ferme en fait. Et je trouve qu'elle a donné aussi, elle a donné le ton de ce qu'elle avait envie de ce qu'elle attendait de nous, de journalistes, médias, en autorisant la publicité des débats. C'était que voilà, on était là aussi pour essayer d'en faire autre chose que sa douleur, justement, qui est légitime et qui existe. Mais c'était à nous aussi, journalistes, de s'élever et de sortir de faits divers sordide pour en faire justement un débat de société. Et moi, ça m'a vachement... Alors oui, enfin, on a chacune... Non, mais je vais pas te dire ça, si. Ce qu'elle a dit sur Libé. Je pense à l'anecdote que tu racontes, je trouve ça intéressant. Enfin, si tu veux la raconter... c'est pas ce que tu allais raconter là sur l'anecdote... Ah non, on pense pas... Ce qu'on a... Moi, j'ai trouvé ça intéressant hier quand tu racontais que tu avais eu un moment à approcher Gisèle Pellicot, mais c'est ce qu'elle a dit aussi hier après le verdict, qu'elle avait remercié les journalistes aussi pour leur couverture, et notamment Libération comme elle a... moi je trouve ça intéressant parce que c'est comme Libération a mis beaucoup de moyens aussi pour couvrir ce procès-là, et votre présence à toutes les trois en témoigne aussi. C'est pas forcément le cas de tous les médias, ou en tout cas nous, il y avait une volonté quand même, j'ai l'impression, de couvrir très largement ce procès-là. En fait, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que quand on est dans la salle d'audience, donc pendant les débats, et que forcément, donc ces hommes défilaient à la barre pour donner chacun leur explication toute plus
genre atterrantes les unes que les autres. En fait, nous, on écoute ça, et puis on écoute aussi, enfin, on essaie de regarder aussi un peu les réactions des parties civiles, et notamment de Gisèle Pellicot. Et donc nos regards, en fait, ça tarde souvent sur elle. Et c'est parfois, du coup, nos regards se croisent. Et bref, à la fin du procès, j'ai voulu aller lui dire que voilà, de se présenter, juste parce qu'on se présente pas, elle sait pas qui on est. Elle voit des gens qui tous les jours la regardent, qu'elle croise tous les jours, à qui elle s'est attachée à pas parler justement parce qu'elle voulait pas perturber le processus. Du procès, et donc à la fin je suis allée me présenter, et effectivement ça fait super Mariole. En tout cas, on était très touchés toutes les trois, en fait, qu'elle ait apprécié le travail qu'on avait mené, parce que c'était tellement important ce qu'elle a fait, et tellement fort symboliquement de nous autoriser. Voilà, Marlène montre le geste de la petite larme. C'était extrêmement touchant, en fait, de se dire en tout cas qu'elle avait apprécié ce qu'on avait fait, et qu'on avait au moins essayé d'être à la hauteur de l'enjeu qu'elle avait posé, quoi. Donc ouais, grosse fierté. Mais moi je ne trouve pas ça Mariole. Moi je ne trouve pas ça Mariole. Mais c'est peut-être plus dur à dire pour vous aussi. Avant que vous donniez aussi chacune un peu le moment marquant et qui vous a le plus touché aussi pendant ce procès, je prends 2 questions dans le chat auxquelles vous pourriez peut-être répondre. D'abord, pensez-vous que ce procès et le traitement médiatique aura une influence sur le traitement des plaintes pour VSS par la suite? Vous avez les questions aussi Alors je vous laisse déjà répondre à la première question, et après si vous pouvez lire la deuxième et y répondre aussi. Parce qu'en fait, il y avait une question, on a aussi vu une question sur Roger Arata qui est un peu connecte avec celle laquelle on peut répondre un peu en même temps, et je commencerai pour la partie un peu juridique, et Marlène vous expliquera ensuite la partie plus traitement des violences sexistes et sexuelles. Donc Roger Arata, pour vous le figurer, était un vieux monsieur en fin de carrière, très grand, fin, avec une moustache blanche, un accent du sud assez charmant, et a mené ce procès. Et donc on pouvait un peu craindre un magistrat de la vieille école qui aurait pas été forcément très innovant sur sa manière de traiter ces débats, enfin de mener ces débats. Il y a beaucoup de choses à dire, certaines pas très positives, d'autres plus. Ce dont on a envie de vous parler, et qui permet de répondre un peu aux 2 questions. Et c'est encore une fois Denis Salas qui explique ça très bien dans l'IB, et je vais essayer de vous résumer son analyse. Donc Denis Salas est venu aussi plusieurs fois assister au débat. Ah oui, pardon, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un magistrat essayiste français, donc qui est un très fin observateur de tous ces grands procès. C'est que Roger Arata, à chacun des 50 accusés présents, parce que le 51e était jugé par défaut. Bon, Dominique Pellicot est un peu à part. Donc, aux 49 co-accusés de Dominique Pellicot, a posé la question: avez-vous recueilli ou tenté de recueillir le consentement de Madame Pellicot? Et cette question est très intéressante au regard des débats qui se jouent à l'extérieur du palais de justice d'Avignon sur l'introduction du consentement dans le code pénal, parce que au lieu de dire on pose la question du consentement à la victime, à la partie civile, on va faire la démonstration que l'accusé n'a pas recueilli le consentement de la victime. C'est lui c'est sur lui que cette question va se cristalliser. Et dans la loi aujourd'hui, il y a les mots. Si le président avait été très légaliste, il aurait pu utiliser le mot de viol. Enfin, il aurait pu utiliser le viol par surprise, ce qui était retenu dans ce dossier-là. Finalement, ça a été peu utilisé dans les questions, et il a vraiment fait un pas de côté en utilisant le mot de consentement, ce qui n'est pas du tout anodin, et ce qui peut constituer une nouvelle manière de juger les procès pour viol. Enfin, en tout cas, peut-être que d'autres magistrats le font, mais comme ce procès était très scruté, on peut se dire que ça va peut-être inspirer d'autres magistrats, et en ça, c'était assez intéressant de suivre sa manière de mener les débats. Et je laisse Marlène compléter. En effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Juliette. C'est vraiment le point important à retenir de ces débats et des possibles évolutions qu'on pourrait attendre de la justice sur le sujet des VSS. Après, il y a évidemment des bémols. On ne va pas dire que ça a été un procès exemplaire du tout. Il y a eu des outrances
extrêmes, notamment des avocats de la défense avec une tentative d'inversion de la culpabilité envers Gisèle Pelicot, des mots vraiment dégradants à son encontre. Elle-même l'a dit, j'ai pas plus sa citation exacte en tête, mais que depuis que je suis dans cette salle, on m'humilie en somme. Donc vraiment ça, il faut aussi le garder en tête. Là, on est, je crois, 46 ans de tête après le procès d'Aix-en-Provence qui avait été porté par Gisèle Halimi et qui avait mené à vraiment des évolutions sur la criminalisation du viol. Où quand on relit en fait la plaidoirie de François Toubiana, qui était l'avocat des accusés, on retrouve en fait des propos plus ou moins similaires à ceux qu'on a pu entendre aussi lors des plaidoiries de la défense, avec une infantilisation des accusés, ces pauvres garçons, ces 50 vies brisées qui ont été manipulées, vraiment, voilà, il y avait même des fois des humiliations même de leurs propres accusés en disant qu'ils avaient le QI d'un vibromasseur ou d'une endive. C'est pas ce que j'appelle non plus un procès exemplaire en termes de VSS. Par contre, le point important, c'est cette culpabilité pour tous, c'est cette notion de consentement. Et pour la suite, du coup, en ce qui concerne les débats qui agitent la société, qui agitaient déjà la société avant le début des procès, mais ça a été une plateforme pour le visibiliser davantage. Il faut rappeler que ça divise. Et même chez les féministes, il y a des féministes qui sont très pro-introduction de la notion de consentement dans la définition du viol, la notion de consentement positif, comme a pu le faire l'Espagne, comme a pu le faire la Suède. Pour les raisons qu'on vient aussi d'expliquer. Et il y a des personnes qui sont complètement contre, en ayant peur notamment qu'on puisse se retourner en somme contre la victime et que ce soit son attitude à elle qui soit scrutée à travers ce consentement, ce que n'a pas fait du coup Roger Arata quand il posait la question vraiment en mettant le focus sur les accusés, sur leur comportement, sur leur manque à eux et pas à elles. Donc ça, il faut le dire. C'était une promesse qu'a fait Emmanuel Macron le 8 mars au moment de la constitutionnalisation de l'IVG, après un revirement à 360, même à 180 plutôt, parce qu'il s'y était opposé dans le cadre d'une directive de l'Union européenne. Donc là, il y a des travaux parlementaires qui se poursuivent. Il faut voir ce que ça va donner par la suite. Ça mérite un débat très approfondie pour que ça ne lèse pas les victimes et que le viol ne soit pas mis sur la question du désir comme le craignent certaines féministes, mais reste bien une question de domination et de violence. Stéphanie Arounian qui doit nous quitter. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde, je vous laisse avec les expertes. Et merci pour vos questions et bravo à Emmanuel qui doit vous raconter sa journée d'hier aussi parce que par rapport justement à la médiatisation du procès, c'était assez épique. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Bon retour et à bientôt. Alors il y avait une question aussi sur le planning. Je repense au planning. Comment avez-vous géré vos présences sur le procès? Est-ce qu'au-delà de l'aspect pratico-pratique, l'aspect de la gestion émotionnelle a été pris en compte? Alors au niveau du planning, donc, comme vous l'avez compris, on était 3, donc ça c'était je pense une grande force. Toutes nos consoeurs et confrères n'avaient pas cette chance-là, donc ça nous a permis de se relayer de semaine en semaine. Après avec les obligations de chacune, il y a eu des périodes où moi personnellement j'ai pu être un petit peu seule pendant un mois et justement je voyais la grande différence que ça faisait quand je n'avais pas mes collègues en soutien, même aussi rien que pour échanger entre nous. Alors j'avais mes chefs évidemment qui ont été toujours très présents et ça c'était très précieux de pouvoir aussi échanger avec eux. Et ce que je voulais souligner qui est très important, c'est que Libération a mis en place une cellule psychologique dès le début du procès, donc avait anticipé l'impact que ça peut avoir. On peut parler comme dans le cas par exemple des psychologues, psychiatres, de traumatisme vicariant en fait quand on traite de sujets sur les violences, donc c'est-à-dire qu'en fait on s'imprègne des traumatismes des personnes, des victimes qui sont en face de nous, qu'on côtoie au quotidien, surtout sur un temps aussi long. Et donc il y avait cette cellule psychologique mise en place. On pouvait le solliciter par téléphone ou pour des rendez-vous.
Et je trouve ça bien parce que généralement, c'est plutôt des choses que les médias mettent en place pour des journalistes qui vont sur des terrains de guerre ou qui couvrent ce genre de sujet. Et les VSS sont pas toujours assez pris en compte comme vraiment des sujets qui sont d'une lourdeur émotionnelle extrêmement forte. Et voilà, je voulais le saluer. Il y a une petite question sur énormément de femmes journalistes ont suivi ce procès. Est-ce un choix ? C'est l'impression que j'en ai eu. Alors déjà, la profession de journaliste se féminise. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la dernière fois que j'ai vu des statistiques, les demandes de nouvelles cartes de presse émanaient de plus en plus des femmes. Il y a de plus en plus de femmes dans les écoles de journalisme, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il existe une association de la presse judiciaire, dont je suis membre, qui regroupe tous les chroniqueurs judiciaires du pays, dans presse nationale, régionale, télé, radio, etc. Et qu'au sein de cette association, c'est pareil, il y a beaucoup de femmes, et donc que les chroniqueuses judiciaires sont évidemment venues nombreuses sur les bancs de la presse. Et juste, je voyais une remarque de Fémi Lili sur c'est le lot de beaucoup de victimes de VSS, et totalement, je voulais juste de rebondir là-dessus, et cette inversion de la culpabilité, ces propos humiliants, dégradants, sont vraiment le lot en fait habituel malheureusement et cruellement banal en fait des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et il faut le rappeler, généralement ces personnes-là, elles sont seules, elles s'avancent seules à la barre, en tête à tête avec leur bourreau, elles n'ont pas de aide d'honneur comme a eu Gisèle Pelicot, elles n'ont pas des milliers de femmes qui leur envoient des mots de soutien, et c'est extrêmement difficile d'être dans cette solitude, et ça me permet de faire une cheville avec mon moment marquant. Je pourrais retenir plein de choses qui étaient, on va dire, lourdes psychologiquement, comme les premières images de viol que j'ai vues mon premier jour au final au tribunal d'Avignon, où un accusé m'a directement menacée. Mais ce que moi j'ai envie de retenir et ce que j'ai écrit dans Libération, c'est ces premiers applaudissements que j'ai entendus retentir dans la salle des pas perdus au passage de Gisèle Pelicot, qui sont devenus un rituel, qui l'accompagnait tous les jours comme une escorte réconfortante, et qui en fait, au-delà d'être réconfortante pour elle, était réconfortante en tout cas pour moi aussi, de voir qu'en fait elle n'était pas seule, que les victimes ne sont pas seules, que moi aussi je suis pas seule, et que vraiment une société, et en particulier les femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans le public, faisaient corps avec elle, étaient en soutien. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué durant ce procès. Et moi aussi, je vais faire une cheville parce que donc je rejoins ce qu'a dit Marlène. C'était des moments qui vraiment nous donnaient la chair de poule. Et j'ai raconté pour ma part dans Libé la première vidéo qui a été un moment émotionnellement très compliqué. Mais ce dont j'ai envie de vous parler là aujourd'hui, parce que ça rejoint un peu les questions que vous avez posées et que Marlène a commencé à aborder ce sujet, c'est la violence qui se joue dans les débats d'un procès pour viol, qui là encore une fois a été scruté par les médias du monde entier, et donc qui ont, mine de rien, forcément posé des limites aux avocats de la défense qui étaient parfois extrêmement violents. Et même avec ces limites-là, même en étant scrutée, il y a eu des journées où moi, je ne suis jamais ressortie autant en colère d'une salle d'audience. Il y a vraiment eu, la première journée, il y a eu un moment au début, en septembre, je ne me souviens plus de la date. C'était une des premières fois où Gisèle Pelicot était appelée à s'exprimer, où des avocates de la défense se sont un peu liguées contre elle et ont ressorti des images du dossier. Alors le dossier, il contenait tellement de codes que c'était impossible de connaître toutes les photos. Donc eux sont allés chercher des images qui pouvaient être compromettantes pour elle, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette photo où vous êtes éveillée en sous-vêtements? Qu'est-ce que c'est que cette photo où vous avez l'air de faire un plan à trois avec votre mari? Alors c'était pas elle sur la photo, en plus ils se sont complètement gourés. Et madame, vous avez fait du naturisme, non? Donc est-ce que vous n'êtes pas un petit peu coupable? Est-ce que vous n'avez pas envie, est-ce que finalement vous n'aviez pas envie de participer à une expérience libertine? Et ça, c'était d'une violence, et de se dire aussi, c'est fou, ces avocats participent à un procès dont on a très vite quand même compris l'ampleur et le poids qu'il allait avoir dans l'histoire et pour l'avenir, et ils se permettent de venir avec une défense complètement à rebours de MeToo
et des évolutions qu'a connues notre société ces dernières années. Qu'est-ce qu'ils veulent laisser en fait ? Qu'est-ce qu'ils veulent laisser comme témoignage ? Est-ce que dans 30 ans, quand on relira les chroniques judiciaires de ce moment-là et qu'on verra que des avocats ont posé cette question, qu'est-ce qu'on se dira d'eux ? Moi, ça m'a vraiment interpellée. Et il y a eu un moment que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est quand, c'était pas le même jour, c'était un peu après, un accusé interrogé a répondu à une question de l'avocate générale en disant j'y suis allée parce que j'avais pas tant de propositions que ça sur coco.fr et vous savez madame, coco.fr c'est pas un supermarché non plus, complètement insolent et complètement en décalage avec la difficulté de ce que pouvait être ce procès. Gisèle Pelicot, pour la seule et unique fois de l'audience, s'est levée, a dit ça suffit, je n'en peux plus. Elle est partie 15 minutes. Est-ce qu'elle allait revenir ? On ne savait pas. Elle est revenue. Et en fait, le fait qu'elle revienne, j'ai trouvé ça vraiment marquant et fort parce qu'il y avait ce côté où, elle s'est mis elle s'est... excusez-moi, je commence à fatiguer un petit peu. Elle portait la voix des autres. Et en elle, et ses avocats nous l'ont expliqué après, elle ne voulait pas partir parce qu'elle s'est dit « je suis là pour toutes les autres ». Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort. On avait titré une de nos unes là-dessus, c'est vraiment une pour toutes et toutes pour elles, quoi. C'est vraiment ça si on devrait résumer. Et ce que disait à l'instant Juliette sur le fait qu'elle avait quitté du coup à ce moment-là la salle d'audience, il y a une deuxième fois tout à la fin du coup du procès où elle a quitté la salle d'audience au moment où une avocate dont je me souviens pas le nom a en fait à nouveau mis en doute le fait qu'elle pouvait être consentante à un jeu libertin, donc en toute fin de procès, après des semaines, des heures d'interrogatoire d'accusés concernant, après des centaines de vidéos, de photos de viol. Encore à ce moment-là, c'est une ligne de défense qui a été tentée par l'une des avocates et qui a provoqué à juste raison la colère de Gisèle Pelicot et son départ de la salle d'audience. Au moment même, enfin le jour même où aussi Adèle Haenel quittait la salle d'audience avec des propos fracassants à l'encontre de Christophe Faugier. Je rebondis sur une remarque aussi d'Aria 2500 qui disait que pour rebondir sur la remarque concernant la proportion de femmes qui pourrait être également liée à un intérêt plus important sur ces sujets de vos homologues féminines que vos homologues masculins. Moi, le seul truc que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est vrai qu'on l'a notamment vu, c'est très bête, mais par exemple sur Instagram, quand on voit les personnes qui relayaient les choses et des informations par rapport à ce procès des viols de Mazan, on a largement plus vu des femmes relayer des choses à ce propos plutôt que des hommes. Je crois que c'est un bon témoin aussi du travail qui reste à faire aussi pour que les hommes en tout cas s'intéressent plus largement à ce sujet qui les concerne très très directement. Et il y a du coup une dernière question que je vais prendre pour terminer ces discussions de Femi Lili qui demande comment était l'atmosphère au sein du tribunal. Plusieurs journalistes ont témoigné du malaise d'être assis sur les mêmes bancs que les accusés au vu de leur nombre. Je vous laisse répondre à cette question et puis après on conclut ce stream. Juste répondre vite fait à une autre question juste avant et après je réponds à celle-là sur les réactions des politiques. Il y en a eu plusieurs de députés de plusieurs bords, mais celle sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui a notamment dit que Gisèle Pelicot avait affronté l'épreuve la tête haute, qu'elle était une éclaireuse pour parler et pour lutter. Alors, c'est bien beau les mots, on a entendu depuis 2017 la grande cause du quinquennat, mais maintenant il faudrait des actes. Les seules quelques annonces qu'il y a eu en novembre avant du coup la démission du gouvernement étaient très minces, pas du tout à la hauteur des enjeux de ce procès et des enjeux qui sont en fait portés depuis évidemment des décennies sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui fait 200 000 victimes par an. Donc, en fait, on a besoin de moyens. On est sur autour de 85 millions de budget pour le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, qui a été en plus rétrogradé de son statut de ministère délégué à secrétariat d'État, ce qui est quand même un symbole délétère. Et les féministes, notamment la Fondation des femmes, ont fait une évaluation. On aurait besoin de 2,6 milliards d'euros pour lutter seulement contre les violences sexuelles. On ne parle même pas d'inégalité professionnelle. Enfin, contre les violences sexistes et sexuelles, donc les violences conjugales comprises, etc. Et on en est bien
bien loin. Avec la rigueur budgétaire qui est imposée en ce moment, ça ne risque pas d'avancer. On ne risque pas d'avoir cette révolution budgétaire dont on a besoin. Les féministes font des demandes d'une loi intégrale, comme a pu le faire l'Espagne, avec 140 mesures qui arrêtent la prise en charge des soins psychologiques, à des évolutions aussi dans la justice, l'éducation évidemment à la vie sexuelle et affective qui n'est pas appliquée. Voilà, donc là, c'est bien beau les mots, il faudrait passer aux actes et ce procès impose d'accélérer une nouvelle fois. Alors déjà, je voudrais dire ce qu'on avait déjà un petit peu dit, mais c'est vrai que là, il y avait un effet de masse qui était très particulier, mais c'est pareil, c'est assez courant que des accusés comparaissent libres en détention provisoire. Et donc qu'on soit en contact avec eux de manière directe ou indirecte. Là, ce qui était particulier, c'était, comme on l'a dit au début, c'était que la salle d'audience était sous-dimensionnée par rapport au nombre d'accusés et à l'écho médiatique de ce procès. Et donc forcément, on était très proches. On n'était pas côte à côte. On n'était pas exactement sur les mêmes bancs. Enfin, moi, je l'ai jamais été en tout cas. Si vous voulez, je suis un peu mal à l'aise avec cette question parce que effectivement, moi, j'ai fait en sorte de ne jamais l'être parce que j'ai pu. Bien sûr, c'était des journées où je pouvais me faire autrement. Après, ce sont des hommes, ils sont jugés, ils sont là pour ça, donc on essaye de faire abstraction, mais ça crée quand même une atmosphère assez particulière liée à la masse, en fait. Voilà. Mais en effet, moi, je l'ai pas très bien vécu cette atmosphère-là, et en effet, je suis totalement d'accord avec ce que disait Juliette. L'effet de masse, en fait, crée un poids important, et notamment la première fois qu'on entre dans cette salle d'audience avec du coup, ces 51 hommes, dont certains donc étaient détenus, et leurs 40 avocats. Ça fait un choc, vraiment. Et il y a eu des moments où, personnellement, il y avait tellement de monde dans la salle d'audience, beaucoup de journalistes, où du coup, on se retrouvait, où je me suis déjà retrouvée à être assise, pas côte à côte avec un accusé, mais en effet, quasiment à côté. Et oui, c'est quand même quelque chose qui peut être difficile émotionnellement et psychologiquement à encaisser, quand en plus on entend, 15 minutes après, leurs paroles sur des négations du viol, de défense absurde, de viol à contre-cœur et de zombies autoguidés. Alors celui-là était en détention provisoire, donc il n'était pas à côté de nous, mais il y a aussi sur l'atmosphère, il y a les regards pesants sur nous. Alors je ne sais pas si c'est particulièrement aussi en tant que femme, mais on peut aussi le suggérer. Moi, j'ai souvent eu des accusés qui me regardaient de façon très pesante, avec des regards, on peut parler de regards noirs, quoi. Vraiment, je parlais des menaces à mon arrivée le premier jour à l'audience, mais c'était aussi des choses, au quotidien qu'on pouvait subir quand on faisait notre travail dans la salle d'audience. Et cette atmosphère-là, on l'a raconté avec Stéphanie aussi dans un papier qui a été publié avant-hier, de se transférer dans la ville. En fait, le procès était vraiment hors les murs aussi. Donc, il y avait vraiment ce microcosme d'avocats, accusés, journalistes, publics qui se retrouvaient dans les mêmes rues, dans une centaine de mètres autour du tribunal, dans les mêmes restos et cafés. Donc, cette proximité, elle est assez déconcertante. Et à la fois, moi, ce que j'ai envie de retenir pour rester sur du positif, c'était justement que ces rues criaient leur soutien à Gisèle Pellicot, avec des collages du collectif féministe avignonnais, les Amazones d'Avignon, de partout dans les rues. Et pendant longtemps, ce qui était marquant, c'est que pendant longtemps, ces collages sont restés sur les murs sans que la mairie, la préfecture ne les arrache, qui est très rare. Et ça avait créé des nouvelles formes, en fait, d'expression militante, où des personnes venaient mettre des petits mots sur les feuilles, même des collages, avec des mots du coup en différentes langues qui donnaient à voir l'impact international du coup de ce procès, de la parole de Gisèle Pellicot. Donc il y a eu un tournant au moment du réquisitoire où la défense s'en est insurgée. Mais les féministes ont évidemment continué de coller sans relâche jusqu'au verdict. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Désolé encore pour les petits bugs techniques. Je vous l'expliquais au début, c'était un stream un petit peu inédit qu'on a délocalisé à Avignon dans les locaux de la Provence. Merci encore à eux de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire ce stream dès le lendemain du verdict du procès des viols de Mazan. C'est pour ça qu'on l'a fait ici, parce qu'on était tous les quatre avec Stéphanie et toutes les deux, Juliette et Marlène, au verdict du procès des viols de Mazan hier à Avignon. Et donc
qu'on a pu faire ce stream assez rapidement aussi grâce à nos confrères de la Provence. Donc merci beaucoup à eux, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous livrer aussi votre ressenti et puis nous avoir livré les coulisses aussi de ce procès hors norme. Merci beaucoup Juliette et Marlène. Salut tout le monde.